À quoi vont servir les 5 milliards d'euros que le gouvernement va rendre aux plus privilégiés? C'est le thème de notre grand débat aujourd'hui entre Éric Heyer, bonjour, Bonjour. directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE, et de Philippe Manière, bonjour Philippe. Bonjour. Président donc de Footprint Consultant. Sur 7 milliards d'euros de baisse d'impôts, c'est pas 10, on le sait maintenant. En net, c'est 7, prévu en 2018. 4,5 milliards d'euros, les chiffres sont têtus, 4,5 milliards d'euros sont fléchés donc vers, on peut qualifier peut-être de plus privilégiés au travers de l'impôt sur la fortune immobilière ou du prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus financiers. Et quand on sait faire un bête calcul, ça laisse 2,5 milliards d'euros pour on va dire les 90%, je n'ai pas le chiffre en tête, des autres Français. Dire, je ne sais pas qui veut répondre à ça, que les nantis sont mieux servis que les autres, est-ce que c'est une évidence indiscutable, irréfragable? Moi, je peux commencer. Je peux même compléter votre introduction qui était parfaite, mais on peut quand même la compléter. C'est la mettre dans le budget global. C'est-à-dire que le budget global, c'est pas que 7 milliards de réduction des impôts, c'est aussi 16 milliards de réduction de la dépense publique. Parce qu'il y a une volonté de ce gouvernement de réduire les déficits, pas uniquement grâce à la croissance. On ne baisse pas la dépense publique, elle augmente moins. Oui, mais c'est un effort structurel. C'est un effort qui permet de baisser le déficit structurel, le déficit public structurel et donc le déficit global. Donc il y a cet effort demandé. Donc je pense que c'est important de rappeler ça parce qu'il n'y aura pas que des gagnants. On demande globalement aux citoyens français un effort pour réduire le déficit public. Et donc, il y a des personnes qui vont qui vont aider à réduire ce déficit, c'est par la dépense publique. Et puis après, il y a les réductions d'impôts. Et dans la réduction d'impôts, effectivement, c'est que 7, mais il y a des impôts qui baissent, mais des impôts qui augmentent. Oui. Et les impôts qui augmentent, c'est sur le tabac, c'est écologique. Et là, effectivement, ça touche plutôt des ménages modestes. Vous voyez, le tabac, ça impacte plus les ménages modestes que les ménages riches. La taxe écologique... Pas parce qu'ils fument plus, mais parce que ça pèse plus. Il y a parce qu'ils fument plus, et puis deux, puisque c'est un impôt plat, enfin, tout le monde paye le même, sur la part de leur revenu, dans leur budget, ça grève plus leur budget. Pareil pour la taxe écologique, c'est plat, et on sait très bien que les ménages les plus modestes sont éloignés, ils sont obligés de prendre leur voiture. Donc, globalement, effectivement, ce budget, c'est pas qu'il y ait des gagnants et qui est gagnant-gagnant, puis des personnes qui gagnent un peu plus, mais c'est qu'il y a des gagnants et des perdants. Et je pense que ça doit vraiment se raisonner comme ça, c'est-à-dire est-ce qu'on doit demander aux citoyens à tous des efforts, ou bien est-ce qu'on accepte qu'il y ait des gagnants et des perdants? Donc ils sont mieux servis. La réponse est oui. Là, sur ce budget-là, bien entendu qu'ils sont mieux servis. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat? Non, il n'y a pas de débat sur l'observation alimentaire des faits. C'est vrai que si on a soit des gros revenus, soit un patrimoine élevé, ce n'est pas toujours la même chose, hein, j'y reviendrai. On va avoir plus de bénéfices à ce budget que si on n'est pas dans ce cas-là. Maintenant, je crois que pour juger sérieusement de cette question, il faut tout de même se poser la question de savoir si un cadeau aux riches, entre guillemets, est toujours mauvais, et si un cadeau aux pauvres est toujours bon. Alors évidemment, socialement, moralement, émotionnellement, on a tous envie de penser ça. Malheureusement, ça n'est pas exactement comme ça que ça marche en économie. Et pour le comprendre, je pense qu'il faut raisonner à maxima. Imaginez qu'on sorte d'un dispositif, là, que Macron a été élu, dans un dispositif où il y avait 90% d'impôts sur les riches et où les pauvres avaient de quoi vivre tous les mois sans travailler. C'est absurde, mais imaginez qu'on soit dans ce dispositif-là. Il serait manifestement destructeur de richesse. On voit bien en quoi il y aurait moins de gens qui travaillent, en quoi il y aurait moins de gens qui financent l'économie, etc. Si on modifiait dans le bon sens ce dispositif, évidemment, ça consisterait à faire un cadeau aux riches. Les riches qui sont taxés à 90 ou 99% seraient heureux puisqu'on les taxerait moins, et les pauvres qui ont de travailler alors qu'ils ne travaillent pas seraient malheureux puisqu'on leur demande de travailler. Hypothèse absurde, mais il faut raisonner à maxima pour comprendre en quoi c'est pas forcément complètement idiot de faire quelque chose qui peut être un peu choquant si on raisonne d'un point de vue émotionnel. Ce dont on sort, c'est une période où le coup de matraque fiscal, on ne le dira jamais assez, qui a été donné par Hollande, mais aussi par Nicolas Sarkozy, car l'accroissement extraordinairement élevé des impôts qui frappaient les riches, entre guillemets, a commencé 1 an et demi avant la disparition de Sarkozy, qui, vous vous souvenez, en 2011. A été arraché à notre affection en 2012, mais qui avant avait eu le temps de causer énormément de torts en matière de taxation des revenus du capital en particulier. Et il faut bien voir qu'on sort de 25 ans d'invention permanente de nouveaux impôts qui frappent toujours les mêmes. Aujourd'hui, sur l'impôt sur le revenu, vous avez 70% de l'impôt qui est payé par 40% et vous avez 40% qui est payé par 2%. 70% pardon, qui est payé par 10% et 40% de l'impôt des recettes d'impôt qui sont payés par 2% des ménages. Vous voyez bien qu'on est dans une hyper concentration
avec une hyper progressivité qu'on peut discuter si on intègre la CSG, mais ce qui compte, comme vous savez, en termes de déterminisme et de comportement, c'est le taux marginal. Le taux marginal sur l'imposition du capital était devenu délirant. Rexecode a montré que dans certains cas, c'est 158%. Ok, on peut être d'accord, mais vous voyez bien il faut le baisser. Oui, mais c'est pas comme ça que le gouvernement a fait. C'est ça le problème, de mon point de vue, c'est qu'on confond un peu le patrimoine et le revenu. C'est-à-dire que globalement, je le disais moi-même, vous avez raison, c'est important. Oui, mais le patrimoine, ça part de l'idée. Alors d'abord, c'est très libéral de taxer le patrimoine. Vous voyez que même Maurice Allais, qui était un libéral, disait s'il faut faire une taxe, c'est sur le patrimoine. Petite taxe, large assiette. On a fait le contraire. Mais oui, mais d'accord. Mais là, le patrimoine, c'est extrêmement large, ça ne bouge pas, c'est stable dans le temps. Donc crise ou pas crise, le patrimoine est généralement important. Donc une petite taxe sur quelque chose d'important, c'est génial. Vous voyez que là, on est en train de nous dire qu'il faut taxer, il faut lever l'impôt sur tout ce qui est productif. Mais il y a plein de patrimoines qui ne sont pas du tout productifs, y compris dans le patrimoine mobilier. Donc je pense qu'on a confondu patrimoine et coût du capital. Et vous voyez, ce qu'il aurait fallu faire, dans la logique de Philippe, c'est plutôt baisser l'IS, baisser l'IR. C'est le cas. Mais oui, mais aller beaucoup plus vite. Vous voyez, tant qu'à faire, en gros, globalement, c'est 3 milliards ou 3 milliards et demi que va nous coûter le fait de transformer cet impôt, cet ISF. Globalement, vous le mettez sur l'impôt sur les sociétés. Là, oui, directement, vous impactez la production en France et donc la théorie du ruissellement marche beaucoup mieux. Dans ces cas-là, elle ne marche pas du tout avec le patrimoine parce qu'aujourd'hui, le patrimoine... Pourtant, c'est bien la stratégie du gouvernement. Oui, mais alors ça ne va pas marcher. Je vous assure que les résidents, ils vont peut-être revenir, mais le patrimoine, il est peut-être investi ailleurs. Donc du coup, sur l'économie, ça va faire peanuts. Un peu de TVA, un peu d'impôt sur le revenu, mais pas grand-chose. Non, quand même. Non, là où je suis d'accord, c'est qu'il me semble bien plus important de faire ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire une taxation moins obscène des revenus du capital, que d'exonérer les gens d'impôts sur le patrimoine. C'est tout de même un peu la même chose, parce que vous payez pour partie des impôts sur le capital à raison du patrimoine que vous faites fructifier. Surtout, il y a deux sujets qui sont dans le fond pas tout à fait le même. Il y a effectivement le sujet qui, à mes yeux, est principal, c'est inciter les gens à générer des revenus du capital qui passent par l'investissement productif. Ça, c'est crucial. Si on ne le fait pas, le pays est mort. Le pays a beaucoup décliné pour cette raison. Oui, je suis convaincu que c'est un sujet... L'ISF est un autre sujet, mais qui n'est pas sans importance, parce que, pardon de le dire, parce qu'après les gens disent « oui, tu connais des gens, etc. » Oui, mais enfin, il faut le dire. Moi, je connais personnellement, je sais pas, 100, 150 personnes qui sont parties vivre depuis 10 ans à Bruxelles, à Londres, au Portugal, à Rome maintenant. C'est délicieux de vivre à Rome sans payer d'impôts. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je ne dis pas qu'on ne peut pas contester moralement leur choix. Je dis simplement que quand quelqu'un réalise que s'il se déplace de quelques centaines de kilomètres, il va payer des dizaines, parfois des centaines de milliers d'impôts en moins, d'euros d'impôts en moins, il est compréhensible qu'il le fasse. Or, le départ de ces gens-là, là-dessus, Eric le disait lui-même, c'est moins d'IR, moins de TVA, c'est surtout moins d'investissement. Parmi les gens qui sont partis, moi je connais beaucoup de serial entrepreneurs. Je connais beaucoup de gens qui avaient monté une boîte. C'est ce dernier point sur lequel on n'est vraiment pas sûr. Bien sûr, un peu moins d'IR, un peu moins de... C'est un pari économique finalement. Alors, c'est un pari économique, pas du gouvernement. Sur l'ISF, c'est un pari économique, mais on sait que ce pari-là, il a toute chance de ne pas réussir. Non, mais si c'est pour s'acheter des Rolex en plus, non, mais si c'est pour s'acheter des Rolex en plus ou investir dans Apple... Apple... C'est pas moi qui suis partisan de la consommation, mais acheter des Rolex, c'est délicieux aux yeux d'Eric, non? C'est bien. C'est bien que les gens achètent des trucs et des machins. Moi, je trouve ça débile, mais c'est bien du point de vue de l'économie. Il vaut mieux en tout cas qu'ils les achètent en France qu'en Suisse ou en Belgique. D'accord, c'est pour ça que... Non, mais s'ils investissent dans les actions Apple, ça sert à rien pour le coup. Mais exactement. C'est que globalement, ce patrimoine-là, globalement, on sait, c'est les résidents qui vont revenir, enfin des personnes qui vont revenir, mais pas le patrimoine. Donc je pense que si on avait voulu aller dans cette logique-là, c'est pour ça que j'ai rappelé le contexte global. C'est que le contexte global, il est tout de même, on essaye de faire des efforts, et donc on va demander à des citoyens des efforts. Et donc puisqu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, on aurait beaucoup de marge de manœuvre, on pourrait y aller. Mais puisqu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, il fallait faire des choix. Et je pense que ce n'était pas là le vrai choix. Il aurait fallu mettre, si on est dans cette logique-là, bien plus sur la baisse de l'IR en haut et bien plus sur l'IS. Et là, d'un coup, on est sûr que c'est de la production en France. On revient à une question, parce que je suis assez d'accord avec Eric sur ce point, c'est-à-dire que dans le fond, il y a plus de symbolique qu'autre chose. Il y a un espoir qui n'est pas absurde de voir revenir des gens et de revoir des assiettes taxables. Quand même, malgré tout, il ne faut pas dire que c'est nul. Peut-être freiner ceux qui ont envie de partir aussi. Comme la symbolique est très forte de l'abolition de l'ISF, moi personnellement, ma position, c'était plutôt de dire qu'il valait mieux garder un ISF symbolique, parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les taux de l'ISF sont extrêmement élevés compte tenu des rendements. Quand on a installé l'ISF, l'inflation était à 15 et les rendements à 16. J'exagère, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Et on taxait entre 0,5 et 1,5. C'était très raisonnable. Aujourd'hui, les rendements sont entre 0 et 2 et on taxe toujours à 1 et 1,5. Donc, moi, je pense que... Un point pour... Mais moi, je suis d'accord pour qu'on révise, voilà, on est d'accord là-dessus. Les taux. Basculer sur un ISF qui aurait taxé tous les patrimoines à 0,1% aurait été, à mon avis, assez intelligent politiquement et très bon économiquement. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet principal, c'est la diminution de l'horrible taxation
des revenus du capital. On ne le dit pas assez, encore une fois, il y a 15 ans, en gros, c'était un prélèvement libératoire à 15%. On a ajouté la CSG, le CRDS, ça a été remonté par Sarkozy, on est passé à 21%. Et pour finir, le prélèvement n'a plus été libératoire sous Hollande. Moyennant quoi aujourd'hui, ce sont des revenus qui sont taxés à plus de 60% dans bien des cas. Pour des revenus qui, par exemple, sont ceux d'un entrepreneur qui a pris des risques, etc., et qui touche des dividendes si tout va bien. Je ne vais pas faire pleurer. L'optimisation fiscale qui permet de ne pas aller jusque-là. Non, elle est marginale. Mais pour quelques très gros revenus. On peut même y arriver. Alors ensuite, c'est vrai que c'est intelligent de le faire maintenant, au moment du Brexit. On peut se dire, tiens, il y a quand même certains Londoniens qui aimeraient bien, qui aimeraient partir, et donc ça peut-être les attirer. Mais attention, il y a les effets pervers pour l'autre classe. C'est pour ça qu'il faut quand même regarder d'un point de vue global. C'est qu'on voit bien que l'arrivée de tous ces patrimoines riches, de ces résidents-là, ça va faire augmenter les prix de l'immobilier. Et donc on en revient au même problème. Comment, si les prix de l'immobilier augmentent, comment, avec des salaires qui stagnent, avec des dépenses publiques qui sont plus faibles, avec des APL qui vont baisser, comment les Français vont excéder. Je suis d'accord avec le diagnostic, Eric, mais la meilleure manière d'éviter que l'immobilier s'envole, c'est de cesser de financer la hausse de l'immobilier par des aides qui solvabilisent les locataires, si bien que ça finit dans la poche des bailleurs et que ça fait augmenter la valeur de leurs biens. C'est un autre sujet. Je peux vous assurer, Philippe, que ça sera beaucoup plus inflationniste s'il y a d'un coup tous les Londoniens qui arrivent sur Paris. Peut-être dans le 7e arrondissement de Paris, mais pas à Guéret, ni même à Lyon. Dans Paris, Paris, c'est quand même une grosse métropole. Et donc, ça va faire fuir un certain nombre de salariés de plus en plus loin. Pour mieux financer en capital les entreprises, ces 5 milliards d'euros auraient pu être mis ailleurs, justement. Bien sûr. Mais sur l'IS. Sur l'IS, c'est ça. C'est bien plus intéressant. Il y a des mesures IS qui sont malheureusement étalées dans le temps, je suis d'accord. C'était là où il faut aller. Encore une fois, c'est pas sur le patrimoine. Et donc, Eric, ça aurait pu être sur l'IR. Les effets négatifs de la délocalisation d'un très grand nombre de possédants. Vous croyez qu'ils vont revenir parce qu'on a supprimé 4/5 de l'ISF? Si stable et pérenne, je pense qu'on verra des gens revenir, surtout, et c'est le plus important, parce que là, ça purge la critique. Voilà, c'est les gens qui cesseront de partir. Moi, je suis déchiré quand je vois un de plus qui part. Si on en voit un qui reste, c'est gagné. Mais ça, on ne le verra jamais, ça ne sera jamais dans les chiffres. Il faut endiguer l'hémorragie. L'ISF, c'est comparable à la révocation de l'édit de Nantes. Est-ce que endiguer un petit nombre de personnes très entreprenantes. Oui, mais vous voyez le coût à le faire. C'est-à-dire que pour endiguer cette paire, on demande aux modestes de financer cela. C'est cela qui va pas. Mais comment les modestes le financent? Vous pouvez m'expliquer? C'est parce qu'on supprime des emplois, des emplois publics inutiles dans les collectivités de réduction de la dépense publique. Qui bénéficie de cette dépense publique? Alors, à mon avis, personne. Personne. Quel est le bénéfice d'avoir un emploi inutile dans une collectivité locale? C'est pas inutile pour la personne qui reçoit cet argent. Ça, c'est sûr, mais on peut espérer qu'elle ait un emploi qui soit utile à l'économie et pas seulement à son intérêt. Son emploi pour permettre à un riche de revenir. Mais si. Le jour où vous voyez un employé de collectivité locale licencié, vous me faites signe, ça n'existe pas. Ok, c'est là notre désaccord, c'est que pour Philippe, il y a du gaspillage complet. Il y a un gaspillage complet. Et moi, pour moi, la dépense publique ne va pas dans un trou, il ne sert à rien. Cette dépense publique, elle va bien quelque part. Et ce quelque part, c'est tout de même les modestes qui le touchent. Et ce qu'on va demander, c'est aux modestes plus d'efforts via les APL. Typiquement, ces APL, c'est aux modestes qui vont financer. Mais le marché immobilier va s'ajuster, les loyers vont baisser. Ça prendra un peu de temps, je suis d'accord. Bien sûr que si. Les APL, peut-être, sont un peu inflationnistes, mais baisser les APL ne fera jamais baisser les loyers. Ça n'a jamais été montré. Donc, au contraire, c'est un effort. Ce qu'on a montré, c'est que les créés faisaient monter les loyers. Un tout petit peu. Ça a été remis en cause. Non, c'est pas symétrique, bien entendu. Mais parce que les propriétaires, c'est les propriétaires qui. Mais non, c'est les propriétaires qui abusent de ces loyers. Eric ne croit pas au marché. Si vous baissez, si vous désolvabilisez la demande qui a été artificiellement solvabilisée, vous aurez forcément un ajustement. Eh bien alors, je vous fais un pari que ça ne peut pas marcher. C'est bien sûr l'offre qui fait tout cela, mais c'est certain que ça ne marchera pas. Et on va demander aux modestes un taux d'effort pour se loger bien supérieur. Tout ça dans l'hypothèse que les riches vont revenir. C'est 5 milliards d'euros qui vont aller, encore une fois, largement dans la poche de celles et ceux qui sont les plus privilégiés. On ne sait pas comment ils vont s'en servir. Ça ne va pas sortir de la poche. Il faut arrêter de dire qu'on leur remet dans la poche comme s'ils partaient avec des billets de banque. On va leur en prendre moins. Ce n'est pas la même chose que de leur en donner. Il ne faut quand même pas non plus raconter d'histoire. Non, mais qu'est-ce qui sera fait de cet argent? Qu'est-ce qui sera fait de cet argent? Rendre. Quand on rend quelque chose, c'est qu'on l'a pris. Donc il ne s'agit pas de faire un cadeau. Il s'agit de dire bon, je t'avais pris tout ça. Finalement, maintenant, je t'en prendrai que sur 10 millions d'euros. Sur 10 millions d'euros de patrimoine, il y aura une ristourne. Il n'y aura plus à payer 200 000 euros d'impôt sur la fortune. La question, c'est qu'est-ce qui sera fait de cet argent? Et là, c'est un pari qui est pris. Ça peut être investi
investi dans des actions Amazon ou pas. Je veux dire, c'est un pari du gouvernement qui peut marcher ou pas. Si vous interdisez aux gens de revenir, vous êtes sûr pour le coup qu'ils n'investiront pas en France. Parce que quand vous êtes exilé en Suisse ou en Belgique, vous êtes pris en charge par un conseiller qui va vous faire une allocation en France de 1,5% ou de 2%. Si le gars revient en France, je suis d'accord, il va peut-être faire de l'Amazon ou de l'Apple, mais la probabilité qu'il investisse en France est beaucoup plus élevée. Donc vous pouvez dire, moi, comme je ne veux pas faire de cadeaux aux riches, je les laisse tous à Bruxelles et en Suisse, je suis sûr qu'ils n'investiront pas, mais je dors tranquille. Et vous pouvez dire aussi, oui, je sais qu'il y aura de gaspillage, que les gars vont revenir, qu'ils investiront peut-être un peu dans Amazon et dans Apple, mais il y a une chance que l'ETI du Schmoul à Guéret, qui a besoin de se développer, soit financé par quelqu'un qui revient. Ça rappelle tout de même, avec des proportions bien plus faibles, ce qui s'est passé aux États-Unis sous Reagan. C'est-à-dire qu'effectivement, on essaie. Années 80. Mais dans les années 80. On peut considérer, quand on regarde les grandeurs macroéconomiques, ça a fonctionné. Il y a plus de PIB, le chômage. Mais alors, il y a eu aussi de la dépense publique. Mais alors, si Philippe était complètement cohérent, alors les déficits publics et la dette publique sont supérieurs aux États-Unis qu'en France, alors qu'il y a. Mais ça, c'est pas hérité des années Reagan. Oui, mais d'accord. Mais là, aujourd'hui, il y a plus de PIB et un chômage plus faible. Pourtant, il y a plus de déficit et de dette, et ça, vous ne devrez pas être content. Et il y a plus de balance commerciale déficitaire, vous ne devrez pas être content. Alors ça, si on s'arrête à la fin, à part les États-Unis, on est les plus mauvais. Oui, mais d'accord. Mais c'est mondial. On est en comparaison avec les États-Unis avec cette politique-là. Et il y a surtout quelque chose qui est quand même bien démontré maintenant, c'est que cette croissance supérieure a bénéficié qu'aux 10% les plus riches. C'est-à-dire que lorsque vous regardez la médiane, ça a plutôt baissé. Donc ça fait une montée des inégalités. Là, on va être d'accord. Moi, aux États-Unis, je suis pour une hausse des impôts qui ne sont pas suffisamment progressifs. Mais ça n'est pas parce que les Américains ont des impôts trop faibles qu'il faut les augmenter sans cesse chez nous. Mais attention à la montée des inégalités suite à cette politique. On n'y est pas. Sachant qu'il y a des vraies inégalités patrimoniales en France déjà. Patrimoniales, puisque les inégalités sont dans le patrimoine, pourquoi lever l'impôt sur le patrimoine? Au contraire, parce que sinon vous avez autant de riches, mais oui, et donc on creuse des inégalités. Mais oui, mais donc c'est la contrepartie. C'est la contrepartie. Ils seront plus dans la mesure, ils seront à Bruxelles ou à Lisbonne. Donc ils seront plus dans vos stats. Et ben donc ça va. Et oui, mais donc ça va réduire quand même les inégalités. Ah bah ça, si vous réduisez les inégalités statistiques en chassant les riches, si ça vous satisfait, mais pour les rechercher, on va baisser le revenu des modestes. Donc là, vous allez baisser zéro le revenu des modestes. Parce que la dépense publique, parce que cette dépense publique, c'est la dépense sociale. 16 milliards d'euros. Quand vous baissez les APL, vous baissez. Mais bien sûr que cette dépense publique est largement non, je ne conviendrai pas avec ça. Inutile, non, je ne conviendrai pas avec ça. Inutile. Non, si vous arrivez à me montrer que les 16 milliards sont inutiles, alors je serai d'accord avec vous. Vous ne m'avez pas montré. J'ai dit pour partie. Si vous arrivez à montrer sinon, il faut faire 100% aux bénéficiaires des APL que c'était complètement inutile, si vous arrivez à montrer que ceux qui touchaient des emplois publics en catégorie C, c'était complètement inutile, je serai d'accord avec vous. Mais ça, je ne suis pas du tout persuadé de cela. Des études ont été faites qui montrent que ça ne permet pas d'aller dans l'emploi, d'avoir un emploi aidé. Mais non, mais c'est différent. Montrer que l'APL était inflationniste. Non, il faut bien citer les études. Pierre Cahuc, vous voyez, c'est pourtant quand même pas un doux keynésien. Il vous explique que justement les emplois aidés dans le non marchand avec la formation, c'est ce qu'il y a de plus utile. Pierre Cahuc. Donc moi, je vous cite l'étude. Donc il faut arrêter avec ces études qui vous disent ça. Non, la dernière étude de Pierre Cahuc vous raconte ça. Pierre Cahuc, Carcio, vous voyez, c'est quand même deux personnes qui sont contre des emplois aidés. Et bien pourtant, ils nous disent ça. Pour le coup, j'ai pas eu cette étude. Et bien c'est la dernière. Parce que j'en ai eu une dizaine. Non, il n'y en avait pas une dizaine. Il y en avait une seule, c'est la DARES. Que ça ne permet pas. DARES, excusez-moi. Mais oui, mais d'accord, mais c'est pas non plus. Mais oui, il vous expliquait très bien que s'il y avait la formation, ça marchait. Ça dépend du ministère du Travail, la DARES. Et donc c'est ce que nous dit la dernière étude de Cahuc en disant s'il y a la formation avec un emploi aidé dans le non marchand. Mais oui, mais bien sûr. Le problème, c'est qu'on l'a pas. Mais si, les emplois d'avenir, c'était ça. Les emplois d'avenir, c'était ça. Mais oui, mais ça veut dire que c'est améliorer la dépense publique. Ça ne veut pas dire la supprimer, c'est-à-dire l'améliorer. Et là, vous allez améliorer le sort des plus défavorisés. Si vous supprimez la moins utile, vous améliorez l'utilité moyenne. Non, donc il faut la remplacer, cette dépense publique. Mais il ne faut pas la supprimer. Là où je pourrais vous mettre d'accord, et on finira là-dessus, les amis, c'est qu'avec une taxation du capital plus faible, un ISF plus faible, la France rentre dans les standards européens. Et c'était ça l'objectif derrière, d'affichage pour le reste du monde aussi. Un petit mot là-dessus, très vite. Moi, je crois à peu de choses dans la vie, mais une de mes convictions, c'est la puissance du prix psychologique. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que même si vous et moi, on sait que 29,99 c'est très près de 30, les marchands de soupe continuent à mettre le prix à 29,99. C'est parce que ça marche. On voit 20 dans 29,99. On a tort, mais on est tous comme ça. 30, c'est dommage, parce que tous les autres sont en gros, il y en a qui font 0, mais j'en parle pas, les gens sérieux sont entre 21 et 26. Ouais. Si on avait fait 29, ça aurait une autre gueule. À epsilon près, à mon avis, on rate une occasion. 30,
ça fait beaucoup plus que 23, que 24, Mais que vu le 26 pataquès que vous trouvez aux vu le Pays-Bas, pataquès en déjà que ça Suisse, fait à 30, en Allemagne. on se dit qu'à etc. 29, Oui, ça aurait été encore pire. bah, on aurait peut-être eu Eric contre nous, mais même pas, parce que Non, sur ce non, sujet, mais on est non, d'accord. mais non, voilà. La taxation des revenus du capital, c'est l'essentiel, Et boum, le franchement. tacle. Hein. Mais non, mais c'est que non, mais moi Allez, je mot de la suis- fin, mot de la mais fin pour je Eric. suis d'accord. Encore une fois, c'est comment on le finance tout cela. Si on dit on le Il finance, fallait quoi? Faire de la dette? Il fallait laisser filer eh la ben, dette? mais si on pense que c'est une politique qui va fonctionner, qui va faire de la croissance Mais économique, bien sûr, eh ben ça mais- se mais finance. bien sûr. Et ben alors pourquoi demander aux modestes de le financer? Il Mais est on là. ne le demande bras. rien aux modestes. Eh ben, C'est non, un mais fantasme. ok, là où il y a un Non, mais- désaccord de fond, il y a un et- désaccord non, mais de c'est fond pas là-dessus. parce que vous allez répéter 10 fois que vous allez avoir raison. Mais je Si- pourrais vous le dire. Mais demandez, regardez le budget, comment il a été construit. C'est bien 7 milliards de baisse d'impôts, 16 milliards Non, de mais- réduction de la dépense 15, publique. 15. Là où on est d'accord, c'est l'impôt C'est sur le 15, tabac, ça devient délirant Mais parce non, que mais ça même la taxe réduction, toujours les mêmes. déjà, Les gens qui sont dans en l'augmentation situation donc d'addiction déjà, pour la l'augmentation plupart, et d'impôts sur les généralement peu modestes, fortunés. mais même la réduction de la dépense publique, je suis désolé, ça va tout de même quelque part et ça va plutôt chez les modestes. Et là, on demande aux modestes de financer cela. Si on pense que c'est une bonne Mais non. politique, on le fait. Dans un premier temps, ça fait du déficit, mais c'est pas grave, ce n'est que temporaire. Et ensuite, la croissance revient, et ensuite les recettes reviennent, et on l'a financé. Ah, quel plaisir d'avoir reformé ce tandem cathodique qui revient sur la toile, sur Internet, sur Boursorama. Merci à tous les deux. Et apostolique. Ah oui, on vous retrouvera évidemment tous les 15 jours. Éric Ayer, directeur du département Analyse et Prévision de l'OFCE, et Philippe Manière, président de Footprint Consultant. Toujours un plaisir, hein. Partagez. Partagé, absolument. Allez, merci à tous les deux. Bye.